Bien, Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement en direct. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Oui, Talibé. Monsieur le ministre, nous parlions tantôt de ce décret qui fait état d'un projet d'aménagement et de construction du parc urbain de la ville de Conakry. On a vu un article publié à cet effet par la DCI. Est-ce que vous avez davantage d'informations pour nos auditeurs sur ce projet? D'abord, je n'ai pas bien saisi ce que vous dites. Il y a eu beaucoup d'interruptions de la voix. Je disais que nous avons... Monsieur Talibé, prenez le café et puis parlez fort. Non, peut-être que vous ne m'entendez pas. Oui, c'est vrai qu'il manque un peu d'énergie ce matin. Voilà. Ce n'est pas le même Talibé qu'on a ce matin sur ce plateau. Je disais, monsieur le ministre, qu'on a vu ce décret publié le 17 septembre dernier, érigeant un projet d'intérêt national, un projet d'aménagement de construction du parc urbain de la ville de Conakry. Alors, est-ce que... De quoi ça retourne? De quoi s'agit-il, monsieur le ministre? Il s'agit tout est dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aménager un espace vert, un espace de loisirs, un espace de distraction qui est à cheval entre la commune de Kaloum et de Dixine. Donc ça va englober, ça va comporter à peu près un peu plus d'une quarantaine d'hectares. Donc c'est ça, il n'y a pas plus que ce qui vient d'être expliqué. Maintenant, pour pouvoir utiliser toutes les subtilités de la loi et en faire un projet urgent à réaliser et pour ne pas qu'on tergiverse sur certaines dispositions, alors effectivement on le passe en projet d'intérêt national pour permettre simplement son accélération. Ouais. Cela ne veut pas dire que les dispositions de la loi ne seront pas respectées. On se posait la question de savoir, est-ce que dans le cadre de l'aménagement, de la mise en route de ce projet, est-ce que ça va consister à une sorte de razzia totale de toutes les habitations anarchiques, de toutes ces constructions anarchiques entre Kaloum et Dixine? Parce que dans l'article produit par la DCI, un certain nombre d'infrastructures sont citées, qui seront épargnées dans le cadre de la réalisation de ce projet. Pour le reste, est-ce que l'État aura la possibilité, au nom du principe de préemption et pour cause d'utilité publique, l'État pourra tout récupérer, tout écraser pour donner une belle image à la capitale guinéenne? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Non, c'est clair que toute la surface indiquée et concernée va faire l'objet d'utilisation dans le cadre du projet. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Maintenant, il faut comprendre deux choses et c'est sur ça surtout que je voulais intervenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus et sans que toute la partie concernant ce projet ne soit impactée par rapport à ce que je veux dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les lois de la Guinée, l'occupation des domaines publics maritimes est précaire. Même si vous détenez un titre foncier, il est précaire parce que ce domaine est inaliénable, imprescriptible, incessible. Il est précaire dans le sens, et ce qui fait oublier cette précarité, c'est l'absence de la fiscalité foncière. Parce que si les gens payaient une redevance d'occupation des DPM régulièrement, ils allaient comprendre que même en possédant ces papiers, ils sont en quelque part des locataires et que l'État peut récupérer son patrimoine. Et c'est très important cette disposition parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent le littoral, les bords dans le DPM et qui se considèrent propriétaires d'un titre foncier et donc définitif. Tous les titres fonciers dans ce secteur-là sont précaires. Et c'est très important de comprendre cette disposition. Cela ne veut pas dire que toute la partie concernée par ce projet est un DPM. Non, pas du tout. Mais en tous les cas, toute la surface concernée fera l'objet d'utilisation pour le service de cet espace vert qui manque à notre capitale, et il faut le dire. Conakry, c'est une capitale qui devrait être ouverte, tant la pluviométrie est abondante et que la végétation peut être luxuriante, ce qui a fait dans le temps les délices de ceux qui venaient dans cette capitale aujourd'hui que le béton est en train d'envahir. Et d'ailleurs, cet envahissement de l'asphalte et du béton n'est pas sans lien avec toutes ces inondations que nous connaissons, puisque l'eau n'arrive pas à être irriguée, à être écoulée rapidement, et à cause de tous ces facteurs-là. Donc, c'est un type de projet qui est la bienvenue. Je pense même qu'il ne faut pas s'arrêter à un projet.
au regard de la ville de Conakry, il faut avoir 2, 3, 4, 5 projets de cette nature. Oui, mais deux questions se posent, monsieur le ministre. D'une part, la question du financement, Manu insistait là-dessus. Où est-ce que l'État va trouver de l'argent? Deuxième question, c'est celle relative aux indemnisations. Est-ce que l'article ne mentionne pas cela? Oui, allez-y. Non, je dis encore une fois, s'il y a des besoins d'indemnisation, cela se fera. Mais s'il n'y en a pas, ça ne se fera pas. Il ne faut pas dire n'importe comment. Mais comment ça, s'il n'y en a pas? Admettons, monsieur le ministre, que l'État ait besoin, dans le cadre de ce projet, ait besoin de venir récupérer toute la zone de Tombo ou de Koronti. Comment ça va se passer? Même si c'est au nom du principe de préemption ou d'utilité publique, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas indemniser ses habitants. Non, l'État, mais absolument, l'État ne va pas récupérer toute la zone de Koronti ou de Tombo, non. C'est pas un projet qui ne va pas atteindre ce niveau-là. Je crois qu'il n'arrive même pas au niveau de l'hôtel Riviera. C'est là-bas qu'il va partir pour englober toute cette partie un peu vide là, et qui va traverser le pont pour s'occuper vers le jardin 8 novembre et tout ça là. Donc c'est pas un projet qui va englober tout Tombo ou tout Kaloum. Il faut attendre de voir la cartographie qui va être publiée et associée à cela, et vous verrez les dimensions. Ça fait une 40aine d'hectares à peu près. C'est pas quelque chose qui va englober des villes ou des quartiers entiers. Maintenant, pour la question du financement, une des raisons aussi qui a fait passer ce projet d'intérêt national, c'est pour aussi accélérer le décaissement de l'argent. L'argent est disponible pour ça. Je peux simplement... Vous nous rassurez que les fonds sont disponibles? Non, vous pouvez et c'est combien, monsieur le ministre? Quel est le coût du projet? Vous dites? C'est une dizaine de millions. Je crois que c'est une dizaine de milliers de dollars. Je ne connais pas exactement le montant du financement, mais c'est de l'argent qui n'est pas immense. Hein. Et c'est disponible. C'est disponible. Et c'est disponible, et c'est effectivement pour accélérer le décaissement qu'on passe les projets d'intérêt national. Quand vous voyez, par exemple, les questions de la CAN, il a fallu les passer à ce niveau de priorité pour que les procédures de décaissement soient prioritaires et accélérées. Et ça, c'est très important. S'il n'y a pas d'argent, et ça, c'est tous les projets que le CNRD et le gouvernement sont en train de lancer dans le pays, nous ne lançons pas des projets qui n'ont pas de financement. C'est ainsi que vous voyez l'État, la vitesse avec laquelle sont en train d'être réalisées la cité ministérielle qui a été démolie. À moins de 6 mois, vous voyez, les dalles sont terminées. On va rentrer dans une phase de finition dans les 2 mois. Et puis, vous voyez les 780 logements qui sont du côté de Symphonia et qui vont suivre le rythme pour être livrés au premier trimestre, au plus tard, 2023. Et puis, les 640 logements à Ketaya. Tous ces projets-là, il faut le lui dire, la Guinée n'a jamais connu des projets de construction de logements de cette envergure depuis 1950. Oui, mais Lincoln a évoqué tantôt le coût de ces logements sociaux, puisque vous nous en donnez l'occasion. Pour lui, c'est pas des appartements ni des maisons qu'on peut appeler des maisons sociales. Est-ce que les coûts seraient hors de portée? Non, c'est pas du tout vrai, Monsieur Lincoln. Et les coûts de ces logements, c'est moins de 20 000 $. C'est entre 20 000 $. Ça fait moins de 200 millions de francs. Le terrain, plus l'appartement de 75 mètres carrés, c'est-à-dire avec 2 chambres, salon, toilette et les commodités, et un peu moins de 250 millions de francs guinéens, c'est-à-dire moins de 30 000 $, un appartement de 3 chambres, salon et tout ça. Donc, comment il peut me dire que ça, c'est des montants exorbitants? Est-ce qu'il y a un endroit à Conakry où vous pouvez acheter une maison, un appartement, à moins de 200 millions de francs guinéens, où vous avez l'appartement et le terrain? Il peut me dire que ce n'est pas du logement social? Oui, c'est quoi le mode de paiement, monsieur le ministre? Puisque le mode de paiement, il est échelonné sur plusieurs années. Il faut savoir, c'est pour ça que l'État a mis les moyens pour aménager les espaces qui doivent abriter ces logements. Donc les terrains, là, on les met gratuitement à disposition des promoteurs. Et une partie des parcelles mises à disposition est donnée aux promoteurs pour développer ses propres activités et se rentabiliser, parce que le logement social n'est pas rentable pour le promoteur. Donc on lui cède à peu près 40% de la surface que lui, il va construire. Et donc, il récupère là pour faire les logements de standing qu'il va revendre à ses prix pour pouvoir rentabiliser l'investissement qu'il fait. Et c'est les promoteurs qui construisent sur leurs fonds propres jusqu'à 30% du montant. Et c'est après seulement 30%
que le ministère de l'Habitat les délivre le titre foncier qui va les permettre de lever des crédits par hypothèque auprès des banques. Les banques elles-mêmes prennent l'argent qu'ils vont distribuer auprès de la banque centrale à 4%. C'est-à-dire l'État met à disposition des banques primaires un montant à des taux préférentiels de 4% et les banques prêtent aux promoteurs à un taux également préférentiel à 6%. Bien. Et c'est les promoteurs, une fois fini, les banques récupèrent les bâtiments et les distribuent aux clients qui sont là. Aujourd'hui, il y a plus de 12 000 clients potentiels qui sont enregistrés dans les bases. Donc ça, c'est des logements sociaux. Ouais. Et j'aimerais non, mais sincèrement, vous avez la maîtrise de ces données. Peut-être qu'on aurait mieux fait de vous le garder encore au ministère de l'Habitat. Et surtout, je peux dire à monsieur Lincoln. Comment il s'appelle? Monsieur Lincoln, qui devient pour le coup un sylla de ce matin-là, même lui, il peut se payer une maison à moins de 5 ans seulement. Il a un appartement à Imbaya Taneri, à Sonfonia. Ouais. Ou on est candidat pour Imbaya Taneri, voilà, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Je passe vous voir au bureau. Quelque chose d'important. Pour la première fois, on fait des prix qui sont accessibles aux Guinéens, aux fonctionnaires. Ouais. Et ça, c'est important à souligner. Bien, oui, Mamadouri. Très rapidement. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des titres fonciers détenus par ceux qui sont sur des DPM ou sur tout autre domaine public qui seraient précaires. Précaires parce qu'ils ont été illégalement obtenus. Je peux être d'accord, mais maintenant, qu'en est-il pour des cas où des titres fonciers ont été obtenus suite à un décret présidentiel qui sortait ces lieux-là des biens public de l'État, et cela met justement en rapport ce que vous venez de dire tout à l'heure, ces promoteurs qui sont venus sous votre magistère, à qui vous avez remis une partie des domaines qu'ils ont viabilisés là, pour y, si vous voulez, construire leur bien ou leur business. Est-ce que là aussi, vous leur avez donné définitivement ces lieux avec des titres fonciers, ou est-ce que toute administration par la suite peut venir le leur retirer, comme ça a été le cas de la résidence 2000? D'abord, nous, on n'a délivré aucun titre foncier dans ce sens, il faut le dire clairement. Moi, je suis très attentionné par rapport à la loi. Et je ne suis pas en train de dire que sont concernés des titres fonciers mal acquis ou frauduleusement acquis. Même si vous avez un titre foncier légalement acquis, par dans décret, des conditions qui respectent toutes les dispositions de la loi, oui, décret ou pas, qui respectent toutes les dispositions de la loi, lorsque ça se trouve dans un DPM, que la Constitution a rendu imprescriptible, incessible, invendable, tout ce que vous voulez, ce titre foncier est précaire parce que la disposition qui vous la remet, la disposition légale qui vous donne ça, n'est pas supérieure à la Constitution. Elle ne vient pas donc annuler la Constitution. Mais c'est mal expliqué. Et du coup, dès qu'on possède un titre foncier, on croit qu'on a une acquisition définitive. Et puis, il y a plein de pays. Vous prenez le Sénégal à côté ici. Les titres fonciers, c'est une exception. Il n'y a quasiment personne qui a des titres fonciers. Tout le monde a des baux. Quand vous avez un bail de 99 ans, quel est votre problème? Vous ne vivrez pas au-delà? Alors, parce que pour avoir le bail, au minimum, il faut avoir 18 ans. Mais vous avez... Il y a quelque chose qui est assez important dans ça. Nous devons aussi sortir de l'idée que c'est le titre foncier seulement qui est un document qui donne le droit de jouissance, de cession et tout. Quand vous avez un bail, vous pouvez le vendre, vous pouvez l'aménager comme vous voulez, vous pouvez le donner à qui vous voulez, vous pouvez le laisser en héritage. C'est comme une propriété définitive, sauf que c'est limité dans la durée. Et donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre aussi. Par exemple, aux maisons sociales ou logements sociaux dont vous parliez, vous avez dit que vous donnez une partie du domaine aux promoteurs. Ces domaines-là se trouvent sur les DPM ou en d'autres lieux publics, domaines publics? Non, c'est quel que soit l'endroit où les chantiers là se réalisent, les gens, vous allez le sentier de la tannerie, une partie qui est de la surface publique qui doit faire l'objet de réalisation revient au promoteur. C'est comme ça qu'on paye, c'est une contrepartie d'un travail qui a été exécuté. Donc ils achètent en fait ces domaines, ils les achètent avec l'État. Bien, peut-être on va poser deux... Ne souffre pas de problème, ne souffre de rien du tout. Bien, avec votre permission, monsieur le ministre, on va vous poser deux ou trois petites questions en dehors du sujet. Ouais, allez-y. Oui, puisqu'on vous a, monsieur le porte-parole du gouvernement, des questions persistent sur la relance annoncée du dialogue.
sous l'égide du Premier ministre. Sous l'égide du Premier ministre. Est-ce qu'on peut espérer voir ce dialogue comme annoncé et finalement relancé avant la fin du mois de septembre? Est-ce que vous confirmez d'entrée que le Premier ministre sera à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York? Écoutez, une forte délégation sera, une bonne partie est déjà partie hier avec le ministre des Affaires étrangères. Donc la plupart des membres du gouvernement vont être sollicités dans des instances. Moi-même, je m'apprête à rallier Bucarest où va se tenir la plénipotentiaire de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Et donc, beaucoup de membres du gouvernement vont bouger. Bien entendu, si c'est nécessaire que le Premier ministre vienne prendre la parole, il le fera. Oui, mais on apprend de nos sources que le Premier ministre est annoncé à New York. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous confirmez? Vous apprenez, j'ose imaginer. Non, mais puisque nous avons le porte-parole du gouvernement en direct. Non, le Premier ministre est censé aller là-bas. Maintenant, est-ce que le calendrier le permettra ou ne le permettra pas? C'est pour ça que je me réserve de vous dire qu'avec certitude qu'il ira. Mais il est annoncé, comme vous l'avez souligné, à New York pour aller prendre la parole. Donc, ce qui est clair de toutes les façons, c'est qu'aujourd'hui, la question du dialogue, on ne souffre pas d'un déficit de dialogue dans le pays. Il faut bien le comprendre. Il y a des questions subsidiaires, entre guillemets, qui sont des questions tabous, derrière lesquelles tout le monde s'abrite pour brocarder le dialogue ou l'absence du cadre de dialogue. C'est pas du tout vrai. La question des poursuites judiciaires, c'est ça qui, aujourd'hui, est en filigrane l'obstacle qui empêche les uns et les autres de se sentir tout à fait à l'aise pour participer au dialogue. Sinon, le cadre de dialogue est là. La volonté exprimée, manifestée... C'est le format qui pose problème. Le format pose problème. Le format pose problème, monsieur le ministre. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a une nouvelle révélation. Si vous permettez, parce que nous avions Selou Baldé dans cette émission la semaine dernière, qui expliquait qu'il n'était pas d'accord, quand j'ai dit il, c'est un peu l'UFDG l'ANAD, que ces entités n'étaient pas d'accord que le dialogue soit relancé sous l'égide du Premier ministre. Ils sont plutôt pour que tout cela soit conduit par le médiateur. C'est pour ça que moi je vais vous dire une chose. Oui. C'est pour ça que je dis à chaque fois, vous allez voir des individus ou des partis politiques ou des groupements de partis politiques sortir une revendication pour ne pas être face à leurs responsabilités et parce que derrière cette fuite-là, il n'y a rien, ils n'ont absolument rien à dire. Moi, je veux vous dire au début de fuite. Cette discussion. Non, pardon? Vous parlez de fuite. Vous dites derrière cette fuite. Oui, c'est derrière une fuite de responsabilité. Cette fuite en avant, voilà, ils fuient leur responsabilité parce qu'ils n'ont rien à offrir au peuple de Guinée. Moi, je veux dire une chose. Mais là, vous parlez quand même de l'UFDG, là, monsieur le ministre. Donc, vous étiez membre il y a quelques mois seulement. Comment vous croire que l'UFDG n'a rien à offrir au peuple de Guinée? Je vais vous dire, ils n'ont rien à dire. Dès le début de cette discussion, on nous a dit qu'il fallait mettre en place un cadre de dialogue. L'acte a été pris, un décret a été promulgué, un cadre de dialogue a été constitué. Ils ont dit tout de suite, non, on ne veut pas de ça, on veut rencontrer le gouvernement. Le ministre de l'administration du territoire a pris un acte pour les convier au nom du gouvernement à une discussion. Ils ont dit non, ils ne viennent pas, il faut que ça soit fait par le Premier ministre. Ouais. Alors le Premier ministre a pris la décision de les inviter. Ils sont venus, aussitôt sortis, ils ont dit qu'ils ne reviendraient plus et ils veulent rencontrer le CNRD. Il faut bien suivre la succession des événements. Après, maintenant, ce n'est plus le CND, c'est le CNRD. Le CNRD, c'est la CEDEAO. Après, ce sera les Nations Unies. Et après, ce sera une conférence. Mais ça n'a aucun sens. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'eux, ils ont à dire sur les thématiques qui sont proposées par le ministère de l'administration du territoire et qui sont en train d'être déroulées pour sortir la Guinée de la transition. Mais il faut un cadre. Il faut un cadre pour qu'ils disent de qui c'est. Mais attendez, mais le cadre, c'est pas à eux de dicter le cadre. Il faut aussi garder l'humilité de considérer que ils sont une entité parmi d'autres entités qui doivent se retrouver. Et c'est pas la volonté qu'ils ont qui doit s'imposer à tout le monde. Et que quand on va au dialogue, on doit être disposé à... Au gouvernement, monsieur le ministre. Le cadre devrait être... je disais, on pourrait dire la même chose au CNRD, au gouvernement. Vous parlez d'humilité qui ne leur appartient pas. Non seulement le CNRD et le gouvernement sont dans cette disposition parce que la porte du dialogue n'a jamais été fermée et on n'a posé aucune condition.
à qui que ce soit pour venir au dialogue. On a simplement dit il faut être soit un parti politique, soit une organisation de la société civile pour être autour de la table. Il n'y a aucune condition qui a été posée. Donc ça, c'est preuve d'humilité et d'ouverture. Oui, mais... Donc CNRD aurait pu dire que tel et tel vont venir, tel ne viennent pas. On aurait pu faire des conditions et tout, ou dire que ceux qui refusent de venir ne reviendraient plus. Mais personne n'a posé aucun obstacle à ce que les gens qui veulent venir au dialogue viennent au dialogue quand ils veulent. Et discuter de ce qu'ils veulent. Et c'est là-bas le problème. S'ils veulent venir demain au dialogue, mais la porte du dialogue est ouverte. Alors, monsieur le ministre, moi, j'ai une inquiétude. Le cadre de dialogue devrait être mis en place par décret présidentiel. Ce décret n'est jamais venu. C'est un décret présidentiel qui a mis en place le cadre du dialogue, monsieur Lincoln. Le cadre de concertation, bien entendu. Non, mais attendez, bien sûr. Bien sûr, Lincoln. Vous savez qu'on dise cadre de concertation, cadre de dialogue. J'ai dit encore une fois, ce n'est pas une question de sémantique. Notre pays a des problèmes plus importants que ces discussions sur la sémantique sans aucun fondement. Ce n'est pas ce qui va faire avancer notre pays. Ce qui va faire avancer notre pays, c'est la volonté des uns et des autres d'être autour de la table. Donc, et je vous garantis, demain, ils n'ont qu'à s'adresser à la CEDEAO, ils n'ont qu'à s'adresser à Boni Yahi pour dire à Boni Yahi, écoutez, nous, c'est vous que nous voulons. Boni Yahi est venu ici. Même quand Boni Yahi a essayé de les appeler au dialogue, ils ont refusé. Vous étiez là. Ils ont refusé. Donc, à l'allure de ce chapelet de revendications venant de l'ANAD notamment, on peut dire que le dialogue, il est compromis. Non, le dialogue n'est pas compromis. C'est pas parce qu'il y a une entité qui dit qu'elle ne vient pas qu'il n'y a pas de dialogue. Donc vous allez faire sans, vous pourriez le. Non, mais je ne dis pas. Non, je pose la question. Vous pourriez faire sans l'ANAD. C'est envisageable. On pourrait bien entendu faire sans l'ANAD s'ils ne viennent pas parce qu'on ne va pas les obliger. Mais même aujourd'hui, ils sont en train de dire on veut que ça soit présidé par le médiateur. Mais le médiateur, quand il est venu à Conakry, il les a lancé une invite. Devant vous tous ici, vous aussi les médias, à un moment donné, rappelez... Oui, mais ils ont été reçus, ils ont eu des discussions avec le médiateur, monsieur le ministre. Non, mais d'abord, au premier, ils ont refusé. Il n'a pas eu beaucoup d'acrobatie et de médiation, même des trucs pour qu'ils acceptent de venir autour de la table. C'était devant nous tous ici. Donc, quand il n'y a pas la bonne volonté, à chaque fois, on réagit par une fuite en avant, en essayant de faire croire que c'est les autres qui ne sont pas disposés. La Guinée est la Guinée de tout le monde. Tout ce qui considère que ce pays... Monsieur le ministre, indépendamment de ces préalables que soulèvent l'ANAD et les autres, est-ce que la mission dont le Premier ministre a été investi, c'est-à-dire remettre en marche le cadre de concertation, est-ce que ce processus est en cours? Qu'est-ce qui est fait concrètement dans le cadre... Le plan de travail devait être élaboré par le ministre de l'administration du territoire. Non, tout se fait normalement. Et vous allez prendre votre mal en patience pour attendre que le moment venu, les autorités prennent la décision de vous informer. Bien. On ne peut pas vous informer de tout ce qui se passe concrètement et quotidiennement. Et à la minute près. Bien. Peut-être deux petites questions avant de vous laisser partir, monsieur le ministre. Un mot sur le sommet extraordinaire prévu par Umaro Embalo Sissoko à marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il faut rappeler qu'une manifestation du FNDC est prévue également demain devant le siège des Nations Unies à New York. Quels commentaires venant de vous? Et puis, on a l'impression que une sorte de chape de plomb s'abat sur tous les militants de l'UFDG qui seraient proches de vous, des militants qui sont expulsés des rangs de l'UFDG à mesure qu'on se rend compte, suspendus, voilà, à mesure qu'on se rend compte qu'ils sont de connivence avec vous. D'abord, pour l'Assemblée générale qui est extraordinaire, la session... Le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le sommet, nous pensons, nous serons présents avec les arguments qui sont les nôtres. Voilà, et nous ne craignons absolument rien du tout de ce type de sommet, c'est plutôt une bonne chose. Nous pensons avoir suffisamment donné d'informations de façon à permettre aux chefs d'État de la sous-région de comprendre un peu la démarche et les actions du CNRD et du gouvernement. Donc c'est quelque chose d'assez important pour nous et nous espérons que ça sera pris en compte. Pour ce qui est de cette manifestation du FNDC. Non, moi je ne parle pas de... Je vous ai dit que le FNDC, pour moi, je vous l'ai dit clairement ici, c'est un simple logo. Ça n'a aucune importance et mon opinion ne change pas là-dessus. Oulala. Quand j'ai parlé de ça la dernière fois, vous avez 3 personnes
Vous avez M. Diallo Ibrahima, vous avez Fonike, vous avez, comment il s'appelle, Koundouno, qui passent leur temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre. Moi, je vous ai dit clairement... Non, il n'insulte pas. Ibrahima et Fonike n'ont jamais insulté personne. Quand on traite quelqu'un d'un attardé mental, c'est bien gentil. Quand on traite quelqu'un d'un enfant, je vous réserve les mots. Moi, je pense que ça, c'est des prières. Peut-être ça, c'est des bénédictions pour vous, mais moi, je considère ça comme des injures. Quand on dit à quelqu'un que c'est un attardé mental, un imbécile, un idiot, ça, je trouve pas ça quelque chose de gentil dans le discours. Si vous considérez que c'est pas des injures, ben, je vous laisse la liberté de définir. On n'a pas le même sens de ce qu'est une injure pour ce qui me concerne. Moi, j'ai lu des mots qu'ils adressent à certains responsables. Donc, voilà, vous ne prenez pas du tout en compte cette mobilisation qui est prévue. Non, mais quand même, monsieur le ministre, attendez, s'il vous plaît. Ce sont des Guinéens, ce ne sont pas des sous-hommes qui vont se déplacer demain de partout des États-Unis pour venir devant le siège des Nations Unies pour dire leur cri de cœur face à la conduite de la transition. Vous ne tenez pas compte de cela. Ce ne sont pas des sous-hommes, ce sont vos compatriotes. Ils seront nombreux devant la représentation diplomatique de la Guinée. Ils seront devant le siège des Nations Unies. Vous n'allez pas quand même faire gommer tout cela d'un seul coup quand même, monsieur le ministre. Aboubakar, je vais dire, c'est pas parce que vous prenez le micro comme un commentateur de football. Oui, j'en ai été. J'ai été commentateur de football. Excusez-moi. Je ne dis pas que les Guinéens sont rien, ou ceux qui vont se réunir à New York sont rien. Je vous dis que le FNDC, c'est un simple logo. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de Guinéens aux États-Unis que je respecte. L'UFDG est particulièrement bien représenté. Où est le problème? Si on me disait que l'UFDG appelle à la manifestation à New York, je sais que ça a du sens, parce qu'il a des militants dans ce pays. C'est donc le fait de dire FNDC qui n'a aucun sens. Je dis que aujourd'hui, les partis politiques comme l'UFDG et le RPG et l'UFR préfèrent s'abriter derrière un logo au lieu d'assumer pleinement leurs responsabilités. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de militants aux États-Unis ou que les partis ne sont pas représentés. C'est le fait que de faire croire que c'est le FNDC. Le FNDC, c'est rien du tout. C'est un simple logo aujourd'hui qui est incarné par 3 individus et qui passent tout leur temps à insulter. Et le reste, ça n'a... Voilà. C'est l'UFDG qui veut donc manifester au siège de l'ONU. Et qui ne s'assume pas. C'est ça la réalité, mais qui ne veut pas s'assumer. Et c'est ça la réalité. Maintenant, un mot sur des militants proches de vous qui sont suspendus ou expulsés des rangs de l'UFDG. Disons que moi, je ne fais pas beaucoup de commentaires par rapport à ça. Je note simplement qu'il est très difficile de respecter la démocratie, dans une démocratie, et de faire respecter les textes, que ce soit dans un parti politique ou au niveau de la nation. Si les militants et sympathisants qui expriment une petite sympathie pour Ousmane Gawal font l'objet de cette expulsion, et même moi qui ai été expulsé sans aucune autre forme, ça veut dire que le parti a des vrais problèmes de gouvernance. Et par rapport à ces textes, par rapport à son règlement intérieur... Ça veut dire qu'on n'est pas démocrate à l'UFDG. Ça veut dire qu'il faut questionner ça, et je pense que vous, les médias, vous avez intérêt à vous intéresser aussi sur ça, parce que la manière qu'on gouverne un parti prélude aussi de la manière qu'on va gouverner un pays. Et si ces attitudes-là sont dictées par la direction nationale, ce serait quelque chose de dommage, parce que ça veut dire que toutes ces années de lutte n'ont pas servi à ancrer les pratiques démocratiques dans notre institution. Monsieur le ministre, ce sommet extraordinaire, parce que... Non, il dit qu'ils y seront et qu'ils ne craignent rien. Oui, absolument. Beaucoup redoutent que la patience des chefs d'État atteint ses limites. Ben, tant mieux, mais ce que moi je peux vous dire simplement ceci. Il ne faut pas croire que s'il y a des sanctions, c'est Ousmane ou Paul Pierre qui vont en pâtir. S'il y a des sanctions sur la Guinée, c'est les Guinéens qui vont en pâtir. Non, certains parlent d'abord de sanctions ciblées concernant des responsables de la transition, d'abord. Tant mieux, ils n'ont qu'à faire des sanctions ciblées si ils pensent que ça va les faire sortir de la situation. Je pense, moi, qu'ils ont une meilleure compréhension de la situation guinéenne et que, comme je l'ai dit tantôt, c'est que nous attendons de la CEDEAO, c'est moins d'aggraver les souffrances des populations que de tenir compte des contextes individuels de chaque pays et aider à la sortie de cette situation-là. Moi, c'est ce que j'attends de la CEDEAO, surtout que toutes ces années, elle était là. Elle pouvait anticiper sur ça. La plupart de ces crises, cela n'a pas été fait. Elle a la possibilité de se rattraper. Maintenant, elle peut décider de prendre une autre voie. Cela engage la responsabilité du chef de l'État, ce que nous avons fait
avec pédagogie, avec méthode, avec patience, nous avons permis aux uns et aux autres de comprendre ce qui se fait. Et puis, voilà, jusqu'au dernier point, ça a chopé sur la durée de la transition. Ouais. Nous sommes allés à démontrer. Aujourd'hui, personne ne peut dire que cette durée est superflue. Maintenant, si l'idée c'est de dire mettez 12 mois et puis on est d'accord, mais on sait que 12 mois ça ne tiendra pas, après on va les prolonger, tant mieux. C'est-à-dire qu'il faut que les Guinéens aussi sachent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on veut des responsables politiques et administratifs qui dirigent, qui disent voilà la réalité, ce que nous pouvons tenir, c'est ça. Ou on veut que les gens viennent raconter ce qu'ils veulent en disant on va tenir en 12 mois, tout en sachant que 12 mois ça ne tiendra pas. Et puis à l'arrivée de 12 mois, on sera décrédibilisé en disant que ouais, on n'a pas tenu la parole, c'est cela. Donc, c'est qu'est-ce que nous voulons dans le fond. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées. Moi, je l'ai entendu même un de vos commentateurs dire qu'il y a des actions de développement qu'une transition ne doit pas mener. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça, ce type d'affirmation, c'est extrêmement grave. Un gouvernement, qu'il soit de transition ou pas, a une responsabilité vis-à-vis de sa population. Pendant le temps qu'il est là. Cela inclut, bien entendu... On parle d'actions d'une certaine envergure, couvrant des années, 3 ans, 4 ans. Mais attendez, un gouvernement ne fait pas des actions pour dire que c'est lui qui va les achever. C'est important. Mais il faut les commencer. Même si on est un gouvernement légitime ou élu, vous croyez que le président Obama a achevé tous ces chantiers? Il a lancé des chantiers sur 30 ans. Oui. Mais quand un gouvernement est responsable, il se projette dans le temps, pas lui, mais il projette le pays dans le temps. Très bien. Et c'est très important comme ça. C'est extrêmement dangereux d'entendre quelqu'un dire qu'un gouvernement ne doit pas faire des projets qui durent 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Mais les lois de programmation militaire ou civile, moi je suis en train de travailler sur un plan stratégique 2022-2027, un plan quinquennal sur les télécommunications. Mais rassurez-vous, je ne serai peut-être pas là pour achever ce plan. Peut-être. Je suis en train d'achever des plans qui ont été commencés par d'autres. Je regardais dans le cadre de l'urbanisme, même dans le cadre d'une transition, moi j'ai commencé des choses à l'urbanisme, je ne vais pas les achever. Très bien. Il nous reste plus que 2 minutes, monsieur le ministre. Quand on se projette dans le temps, il faut respecter ça. Ça ne veut pas dire que le gouvernement va rester toute la durée de l'exécution, parce qu'il y a des projets de 20 ans. Ouais, mais sauf que dans l'opinion, une majorité, en tout cas, vous souhaiterez que l'action du CNRD, du gouvernement, se recentre plutôt sur les questions vers le retour rapide à l'ordre constitutionnel, les questions politiques et les questions électorales. Pendant ce temps, il faut manger, il faut se nourrir, il faut enseigner dans les écoles, il faut soigner, il y a beaucoup de choses, il faut se déplacer. Regardez tous ces deuils que nous vivons avec les accidents de la route, avec les mauvais états de ces routes-là et combien de personnes. Vous imaginez ce qui s'est passé à Kouroussa, 15 personnes qui périssent comme ça en une fraction de seconde. Ouais. Il y a des problèmes. Dans Très bien. Pays, on peut pas mais cet accident surtout, monsieur le ministre, l'accident de Kouroussa surtout, il est intervenu après une batterie de mesures que vous aviez annoncées en Conseil des ministres. Est-ce que ça a été mis en œuvre? Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Mais oui, non, il y a du travail, mais c'est pas instant. Les hommes ne changent pas instantanément, malheureusement. Il faut du temps, de la pédagogie, il faut du temps de l'apprentissage, il faut du temps pour intégrer ces comportements, y compris les nôtres. Très bien. Un petit commentaire de votre part, monsieur le ministre, question d'un auditeur, sur la tournée de Ella Selou Dalein Diallo en Europe. On a vu les images de Milan, d'Espagne. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette déferlante humaine? C'est très bien pour lui. Quand même, c'est votre ancien patron, monsieur le ministre. Mais exactement, c'est parce que c'est mon ancien patron que je n'ai aucun commentaire à faire. Mais pourquoi pas? Ce sont des militants de l'UFDG qui se mobilisent. C'est tant mieux pour lui et ses militants. Et vous vous considérez toujours membre de l'UFDG? Mais bien entendu. Monsieur le ministre. Non. Moi, je ne réponds pas à cette question parce que au moment où je me considérais comme membre à cette question, auparavant, ça a mis tout le monde en ébullition. Il y a eu des petits clans qui sont formés pour en décider autrement. Pour l'instant, je me garde de réagir par rapport à ça. Au moment que je serai notifié officiellement d'une décision me concernant, je donnerai ma position. Vous n'avez pas été notifié de votre... Officiellement, toujours pas notifié de votre... Comment on va mais non, je ne suis pas... Personne ne m'a notifié de quoi que ce soit. Et je pense que eux-mêmes, ils se rendent compte des limites de ce qu'ils ont fait. Mais on verra dans l'avenir ce qui va se passer. De toute façon, comme je l'ai dit tantôt, la démocratie, c'est
c'est un comportement qui est difficile à intégrer, mais qui doit faire part à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dysfonctionnements à faire. Les banques qui sont intervenus et il faut les regarder et observer. Pour en terminer. Monsieur le porte-parole du gouvernement, le gouvernement est silencieux sur le cas de Kipé 2, de Dimes et de Caporail. On veut en savoir plus, puisque tous les jours, ce dossier a pris du temps. Le gouvernement ne communique pas. Les déguerpissements de Caporo, de Kipé. Je vais vous dire. En une minute. Le gouvernement n'est pas silencieux. Il y a eu énormément d'efforts à montant qui ont été faits. Il y a eu des propositions concrètes d'indemnisation qui ont été posées sur la table. Ouais. Il y a eu des échanges entre l'avocat, M. Dramé, des victimes, et ceux qui étaient en train de mobiliser les ressources pour les indemnisations. Il me semblait qu'un accord était presque trouvé. Et puis, à ma surprise, j'ai vu que finalement, rien n'a abouti à cela. Mais c'est pour vous dire simplement que ce n'est pas un dossier qui est oublié, c'est un dossier qui est sur la table, des négociations se poursuivent. Maintenant, il y a eu plusieurs autres groupes qui sont nés, ce qui rend nous, on pensait au départ qu'il y avait un groupe de victimes avec un groupe d'avocats pour les défendre. Finalement, il y a beaucoup de petits groupes qui se sont formés et qui rendent un peu plus complexes les discussions. Mais les discussions étaient sur la table et je pense que ça va continuer pour arriver à une solution. Je pense qu'il y a des situations comme ça. Donc, c'est pour répondre simplement et dire que le gouvernement ne met pas à l'oubli, même s'il n'y a pas de publicité là-dessus, mais il y a eu quand même des contacts, des discussions qui pour l'instant n'ont pas abouti à quelque chose qui est satisfaisant pour les uns et les autres. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, ministre des Télécoms et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir ce matin, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci. Tous nos remerciements donc au porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé chez nous ce matin sur plusieurs sujets, notamment sur la question de la relance du dialogue. Ceci nous conduit à la deuxième grande pause dans Mirador. Toutes nos excuses à nos sponsors Diabaté qui l'écoute forcément depuis l'AB. On revient dans la troisième partie avec nos invités, Maître Almami Samouri Traoré et Maître Pépé Antoine Lama. Nous parlerons du procès du 28 septembre.